incompatibles. C'est-à-dire il y a une vision de l'Uchronie qui est l'Uchronie classique, effectivement, on va développer à partir du point divergent ce qui s'est passé. Et puis il y a la vision des gens qui vont utiliser l'Uchronie comme un outil. Moi j'ai l'impression d'avoir utilisé les deux. Voilà, moi je voulais faire un thriller d'espionnage. Alors j'avais un univers uchronique, ça tombait bien, je voulais faire un thriller d'espionnage dedans, je l'ai écrit, je me suis fait plaisir. Et à côté de ça, je me suis aussi fait plaisir à travailler l'histoire parce que c'est un sujet qui m'intéressait et à prendre des éléments. Et comme disait Bertrand, ne pas prendre Waterloo mais un événement antérieur pour faire gagner Napoléon, pour le faire envahir l'Angleterre, mais à travailler les détails historiques, à faire beaucoup de recherches pour que tout ça ait une crédibilité. Et j'y ai pris du plaisir. Les deux ne sont pas compatibles. C'est une vision plus classique. Même si par contre, c'est pas le thème même de mon roman n'est pas de développer toute la genèse, enfin le suivi, l'histoire et chronique. C'est semé par petites pièces à l'intérieur de mon récit. Il y a le scénario purement historique, d'ailleurs n'est lisible que des historiens du domaine et dans les genres. Internet du feu, par exemple, par un fondu de l'aviation qui s'amuse à refaire l'aéronautique et ça n'intéresse que lui au reste. Vous avez ce que vous avez écrit qui sont des romans, c'est avant tout une œuvre romanesque avec, là je mets vraiment le curseur à l'opposé, hein. Vous vous adressez à un public, vous avez une œuvre de fiction, un roman, et il se trouve que vous pouvez avoir ou pas un intérêt historique, et vous avez un milieu, hein, je ne dis pas un juste milieu parce que c'est mon approche, Robert Harris écrit demain pour la chronique, mais il en profite pour dénoncer le confinement. C'est-à-dire qu'il a à la fois un message historique fort, c'est pas qu'un décor, il a les deux, il a voulu faire un polar et un message historique de démonstration puisqu'il s'amuse à reprendre les horaires des trains et il met d'ailleurs une petite note, la différence avec la romance, c'est qu'il met une note de lecteur à la fin pour expliquer et justifier tout ce qu'il a caché, le message qu'il voulait mettre dedans. Je pense que s'il défend cette approche-là, et ça n'exclut pas, et les récits sont tout aussi intéressants et le lectorat pioche ce qu'il veut piocher. On ne peut pas résumer le genre à un seul de ces trois faits. Ce qui justement est intéressant, je pense, dans ce genre, c'est l'infini des possibilités qu'on a pour y travailler. Par exemple, on peut parler justement du livre d'Eric Holstein, sans trop en dévoiler. Vous avez à la fois du voyage dans le temps, vous avez en même temps, au tout début, une étude de la société colombienne et même d'Amérique du Sud actuelle, et une espèce de rêverie propre aux contes et légendes, pour ainsi dire, colombienne. Le livre est comme ça. Voilà, la structure en trois parties. Une partie qui s'appelle le voyage, une partie qui est historique, à peu près jusqu'à la moitié. Alors, a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il y a un point de divergence qui peut être clairement identifié. D'ailleurs, dans les impacts, je me suis amusé à faire un faux article de l'histoire. Il est clairement identifié comme étant là. En fait, dans l'histoire, il y a d'abord une bataille qui se perd, qui normalement n'a pas été perdue, c'est déjà un point de divergence. Et il y a un autre point de divergence encore antérieur, qui est la présence de quelqu'un qui va être là. Alors qu'on est dans une trame, à ce moment-là, dans une trame historique assez précise. Donc, l'Uchronisme apparaît ici, et après, voilà, logiquement, il pouvait y avoir qu'une partie historique dans ce récit, une partie chronique. Il faut se méfier énormément des étiquettes. J'ai découvert hier soir, parce que je ne l'avais jamais vu, pour les plus anciens, ce grand feuilleton des romantiques des années 70 qui s'appelle Les Demoiselles d'Avignon. Je ne l'avais jamais vu. Quand je l'ai ouvert hier, par un pur hasard, je voulais regarder un truc romantique. Je précise tout de suite, c'est une uchronie dès les 10 premières minutes. Et en plus totalement justifié, avec un point de divergence précis, une femme avignonaise a épousé un prince, etc., une mort en 1712, c'est une uchronie géographique, etc. Est-ce qu'une seule personne en 30 ans ou 40 ans, dans une seule encyclopédie ou un seul article, a cité les Demoiselles d'Avignon comme une uchronie? Non, je le mettrai dans mon prochain ouvrage, mais en tout cas ça ne l'est pas. Et là par contre, toutes les règles du genre sont respectées au sens pur. Donc ça prouve que le public ne l'a pas vu comme ça, ni l'auteur, ça dépend aussi de la manière dont on le classe, de la manière dont on le présente et de la manière dont il est perçu. Donc peut-être que le livre d'Eric, justement, parce que je prends un exemple, parce qu'il y a très, finalement, si on dit ton livre est une uchronie, alors on dit les Demoiselles d'Avignon le sont, forcément, hein, il y a le faux reportage, le faux documentaire, il y a tout dedans, hein, il est pareil.
Et pourtant, le public n'a pas classé, alors que ton œuvre a été classée aussi chronique dès le début par ton éditeur. Moi, je l'ai reçu par l'éditeur comme vous allez lire un roman chronique. Attention aussi au problème des étiquettes. L'Uchronie ne se fait pas parce que tout d'un coup, au milieu d'un film, apparaît un personnage fictif, parce que ça, c'est dans tout roman, par principe. Dans tout roman, il y a des personnages fictifs dans l'histoire militaire. Ça ne fait pas les Uchronies. J'ai une question pour toi. Est-ce que le film avec Fabrice Lucchini, il est fan de Johnny, et Johnny n'est pas devenu une rockstar, et Lucchini le film de rockstar, et une Uchronie, dans ce sens? Ça, c'est un exemple intéressant parce qu'il sera forcément repéré comme tel puisque ce film présente deux univers parallèles. C'est-à-dire que dans la construction du film, il y a un voyage transdimensionnel, si ma mémoire est bonne, je l'ai vu une fois, mais je dirais il y a un autre monde, a priori, dans lequel Lucchini sera fan. Et puis à un moment donné, je sais pas comment ça se passe, là, c'est un miroir, c'est un truc classique de cinéma, il bascule dans un univers où personne ne connaît Johnny parce que si ma mémoire est bonne, donc le point de divergence, c'est que la fameuse émission de radio où il était jeune premier, là il a raté je sais pas quoi, les transports en commun, il arrive en retard. Il y a un truc comme ça. Et son scooter est tombé en retard. Donc si on est dans les règles de pur genre, et d'ailleurs il a été classé comme effectivement, comme récit à caractère chronique, c'est un univers parallèle, il y a bien une divergence, c'est bien tout ce qu'il faut. Et là, on est dans une des grandes utilités de l'Uchronie, qu'on a oublié de mentionner, c'est l'humour. L'un des premiers, non pas l'un des premiers historiquement, mais en tout cas l'une des grandes utilités de l'Uchronie, en particulier au cinéma, c'est de rendre les situations loufoques ou décalées et de permettre effectivement aux gens de se divertir tout en s'interrogeant sur les petites choses qui changent une vie. Rater effectivement son scooter en panne et rater une carrière de rockstar. C'est même une tentation à laquelle il est assez difficile de résister quand on s'autorise le genre chronique. Roland en truffe, son roman, il y a des tas de dialogues super bien cachés. Et il en profite pour dégager les coups qu'il n'aime pas. Oui, j'ai pu entendre dire que celui qui dit le problème, je l'ai fait finalement. Ah oui, c'est pas moi. C'est comme la guerre du Peloponnèse en Algérie, donc Johnny finit par soutenir les troupes, elle se en 64. Par contre, on devine que Bernard Tapie est devenu chanteur de variété. Donc par rapport à notre réalité, il a réussi dans ce tableau-là. Voilà. Même sur un propos un peu sérieux, j'ai pas résisté à la tentation de faire diriger une partie de l'Europe par une famille Bonaparte, fin de race, alors ça se justifie, mais bon, j'aurais pu trouver un échappatoire à n'entendre. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous prenez tous les deux des exemples que tout le public va percevoir quand on va s'esclaffer. Quand on disait, tu prends l'exemple effectivement de ce groupe-là, ou bien au cinéma, très régulièrement, on retrouve des personnages tellement décalés qu'ils en deviennent absurdes. Mais cette forme d'humour existe même dans les récits les plus austères. Quand vous lisez le récit écrit par Winston Churchill, une chronique sur la guerre de sécession, qui se veut sérieux quand même, c'était une anthologie, c'est des textes sérieux, il s'amuse quand même malgré tout à décaler certains des personnages historiques, ce qui fait que j'imagine que les 2-3 spécialistes du genre à l'époque devaient faire en lisant le roman, l'essai. Donc l'humour y est quand même, c'est-à-dire que même l'historien ou même l'essayiste le plus sérieux va quand même essayer de se dire, en fait finalement, où apparaît l'humour, c'est qu'on se dit psychologiquement comment va évoluer telle personne de l'idée de consulter de ses caractères psychologiques. Alors soit on force le trait et puis on arrive à quelque chose de très drôle, soit on décale très légèrement et on fait de Beria, tout le monde connaît Beria, tout le monde connaît peut-être pas, c'était un des, pour caricaturer, un des bons bouchers de Staline du point de vue de la police secrète. Dans une très belle Uchronie, il est grand inquisiteur dans un monde où l'Église catholique continue de régner sous une forme d'inquisition. Donc ici on s'y retrouve. Quand je dis l'idée de ce qu'on fait de Beria, s'il avait dû faire carrière dans ce monde-là, c'est normal qu'il finisse grand inquisiteur. Ça ne repose sur rien, de vous à moi, parce que quand on regarde l'analyse de la vie de quelqu'un, pourquoi diable Beria, dans un tel univers, sa famille aurait évolué différemment, etc. Pourquoi il aurait eu les mêmes caractères? À moins de croire que tous les caractères sont innés, mais on s'engage dans un terrain un peu compliqué, mais les gens adorent ça. Moi, je voudrais citer l'exemple, est-ce que les caractères sont innés ou acquis?
Un exemple frappant, c'est un roman de Norman Spinrad, qui est un roman qui ne fait qu'une page, la page de titre, Rêve de fer. Et dès qu'on tourne la page, on a Adolf Hitler, le seigneur du swastika, et quasiment tout le roman est composé du roman qu'a écrit Adolf Hitler dans cet univers, où il a quitté l'Allemagne en 1919, il est devenu illustrateur de pulp de science-fiction dans les années 30, puis il a écrit des romans aux titres évocateurs, Les pirates des astéroïdes, La race des seigneurs, etc. Et il a écrit Le ciel du swastika est son dernier livre, considéré comme son chef-d'œuvre, et il l'a écrit avant de mourir de la syphilis. Voilà, de la syphilis, en 1954. Le livre a eu le prix Hugo, donc le Grand Prix américain en 1954. Hitler est reconnu comme grand auteur d'heroic fantasy post-cataclysmique. Et bon, maintenant quand on lit le livre, on a quand même un peu envie de vomir parce que ça nous rappelle ce qui s'est passé dans notre réalité. Mais le pire, c'est qu'en plus, le truc le plus drôle, c'est que le message caché derrière, c'est pas une dénonciation du nazisme. C'est juste, un tac à la gorge des tenants de la SF de l'âge d'or. Ah non, c'est pas la SF de l'âge d'or. Ce que Norman a ciblé très précisément, c'est le côté profondément fasciste d'une certaine heroic fantasy, avec le culte du héros, avec il y a des scènes absolument merveilleuses. Rêve de fer est un livre où il n'y a pas une seule femme. Si, on voit passer une servante, on voit passer 123, 124, c'est tout. Il n'y a pas de femme dans votre table ronde non plus, donc dans un univers pareil, comme je disais tout à l'heure, où les quotas seraient arrivés plus tôt, peut-être qu'on fait la table ronde. On est 6.